Des influences, je ne sais pas. Mais des passions littéraires, oui. Éclectiques, multiples. Des coups de cœur au hasard. Prévert, Céline, pour leur liberté d'écriture. Desnos, Carco. J'ai lu un poème de Carco, L'ombre, dans une anthologie de Segers. Elle est ravagée, mais je la possède toujours. Ce n'est pas toi. C'est tout ce que tu me rappelles. Comme j'étais triste avant de te connaître, comme je m'enfonçais avec délice dans ma tristesse, en marchant dans les rues, en entrant dans les bars, en suppliant la nuit, les ombres de parler, sans cesser d'errer et d'aller, mais partout, il était trop tard. J'avais 13 ans. C'était l'époque où je m'alcoolisais de tristesse. Et puis Ferré, Brassens, qui m'ont fait découvrir à leur tour Verlaine, Villon et Hauteboeuf. Et puis un grand favori a été Balzac, et puis Molière, Dumas. Puis j'ai eu le bonheur de découvrir des textes qui sont devenus des livres de chevet, que je peux ouvrir au hasard juste pour le plaisir et le pouvoir des mots. Il y a L'année de la mort de Ricardo Reis, de José Saramago, Cyrano de Rostand, n'importe quel volume d'Aragon. La musique traverse tous ces poèmes. Puis j'aime aussi beaucoup Mère Solitude d'Émile Olivier. Ce texte m'a bouleversée. Le Misanthrope de Molière, le journal littéraire de Paul Léotot, ça a été une révélation. Ce ton qu'il a, je ne peux même pas le qualifier, mais... Et puis, Le Mal-aimé d'Apollinaire. Et puis, tout Maurice Sixto. Tout Maurice Sixto. Et puis aussi les contes que me racontait Monzelor dans nos séances de cric-crac nocturne. Des contes remplis de créatures maléfiques, d'anges aux ailes fragiles et d'orangers en fleurs. Je crois que mon écriture est née de tout cela, de la musique qui se dégageait de tout cela. Tous les quartiers où j'ai vécu ont disparu. En fait, même s'ils existent toujours sur une carte, ils ne sont pas restés les mêmes. Donc c'est en moi que je porte les lieux qui m'ont marqué. C'est dans ma géographie émotionnelle que je garde tous ces lieux. Même avant le tremblement de terre qui a fracassé Port-au-Prince, ma ville, les points de repère avaient déjà changé. Les gens qui étaient spécifiquement liés à cette ville, pour moi, avaient disparu, étaient partis ou étaient morts. Côte-Plage et le bord de la mer, disparu. Le Thomasin de mon enfance n'y est plus. Toute la grande rue, le bas de la ville, jusqu'au bicentenaire, toutes ces rues que je quadrillais pendant mon adolescence, on ne les reconnaîtrait pas. Tout cela n'existe que dans ma mémoire. À Santiago, où j'ai vécu, j'ai habité 3 quartiers. Mais après le coup d'État contre Allende, avec le temps, après le temps, qui les reconnaîtrait? J'habite à New York depuis une trentaine d'années, dans plusieurs quartiers, mais ils ont tous changé. Les lieux de mémoire qui ont gardé une certaine constance, ce sont des lieux de plaisance et des lieux de culture.
le jardin botanique, le musée, la grande bibliothèque, puis le parc, le beau parc, Prospect Park. C'est là que je me promène, en pied poudré que je suis, c'est là que je flâne, que je trivaille, à la recherche d'un rythme, d'une certaine musique de mots, d'une inspiration quelconque. Mon enfance, c'est l'époque où j'ai souvenir d'une grande liberté, une merveille. C'est une histoire d'amour. Mon enfance, c'est une histoire d'amour, une source d'inspiration. L'enfance était verte et douce. Inondée de soleil, la mer se fondait au ciel. Le pays de l'enfance a une certaine odeur et il en émane une lumière particulière. Nous habitions à la Croix des Vents, près d'un sentier qui menait vers la mer, pas loin d'un terrain où étaient liés en balles des racines de vétiver. Ce parfum boisé, tenace, qui semblait sortir de la terre même, ce parfum prêt pour moi à toujours revenir, il me suffit de l'évoquer pour que me revienne en bouffée toute mon enfance. Tout était blanc, blanc de soleil, les champs de canne à l'horizon et le reflet des galets sur la plage. Je me souviens d'une maison vaste et claire, à l'entrée de laquelle fleurissait un jasmin. Il y avait un piano punition dans la bibliothèque de mon père, une grande chambre à 3 lits pour mes frères, des mosaïques au sol, des murs tachés du rose des lauriers, et un chêne dont les fleurs minuscules couvraient le rectangle bleu de la piscine. Dès la tombée du jour, on allumait les lampes, et la lueur attirait les insectes qui venaient mourir dans les globes de verre. L'adolescence, ça a été la perte de ce monde rêvé, de ce monde mythique. Et puis je suis retombée dans la réalité. Je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui vivaient un travail forcé. Forcés par leur quotidien, forcés par leur destin. Celles qui, de l'aube au soir, les pieds dans la poussière, chantaient la tristesse inexorable de la faim. Mon angoisse a été provoquée par mon impuissance présumée à influencer leur destin. Mais Sixto, lui, a su. Écoutez Tissantanis, écoutez Léa Kokoye. Personne n'a su, avant Sixto, ni comme lui, raconter la vie des filles d'Haïti. Ce sont des chefs-d'œuvre. Moi, je suis une artiste intuitive. C'est-à-dire que je crée quand je suis touchée par quelque chose, quand je suis témoin. Ça peut être une phrase jetée au hasard, une scène entrevue, la couleur du ciel, puis un événement, petit ou grand. Alors, la sève monte, et je ne sais pas trop si cela va se traduire par un poème ou par une toile. Et puis, il est sûr qu'après, on va se tordre avec les mots ou avec les couleurs sur la toile, on se met sur l'établi, et puis alors c'est le travail. Parce que les mots et les couleurs sont parfois rétifs. Alors il faut aller du personnel à l'universel pour que ce qu'on fait puisse être transmis aux autres. Parce que finalement, un artiste, c'est quelqu'un qui peut transformer ce qui lui arrive dans sa vie propre en quelque chose qui va perdurer dans la mémoire des autres. Et bien que je me sois toujours définie comme une artiste, l'écriture elle-même
et sa part de poésie est un cadeau qui m'est venu très tard. La Désenchantée a été publiée en 2005. Amour et bagatelle et Lost and Found en 2009. Finalement, j'ai écrit la poésie que je voulais dire quand j'étais prête à le faire. Et le credo de Ferré est devenu le mien. Quand Ferré dit « La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique ». Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien, avec l'archet qui le touche. Ah, c'est beau. La poésie, elle doit être vivante en scène. Bon, mon plus beau cadeau, c'est quand les gens sortent d'une prestation et qu'ils me disent « Je ne pensais pas que j'aimais la poésie, mais si c'est ça, alors là, ça c'est un beau cadeau. » Écoutez, j'avais 7, 8 ans. J'écoutais chanter le locataire du fond. C'était un chanteur de tango qui habitait un de ces appartements que les gens faisaient construire à l'arrière de leur maison pour les louer et se faire ainsi un peu d'argent. Il m'était formellement interdit d'y mettre les pieds. Escúchame bien, chiquilino. Écoute-moi bien. Tu ne dois jamais pénétrer en cet endroit. Aunque te ofrezcan dulces o bizcochos, même si on t'offre des biscuits ou des bonbons. Alors tout cela est très proche du théâtre, que j'ai découvert quand j'avais 8 ans. C'était Cyrano de Bergerac, à Paris, à la Comédie Française. J'ai été transportée et je mets cette découverte pour moi au même niveau que celle, si vous vous rappelez, dans 100 ans de solitude de Marquez, quand Aureliano Buendia raconte le jour où il a découvert, il a fait connaissance avec la glace, un morceau de glace. C'était le miracle. Alors pour moi, le théâtre, c'était le miracle. Alors j'ai découvert le miracle avec le théâtre. On pouvait donc s'échapper de soi-même. On pouvait donc devenir quelqu'un d'autre. Ah, c'était extraordinaire. Ah, c'était le miracle. Dans l'incendie des roses qui brûlent le jardin, je vis pieds nus. Quelle merveille! Je regarde encore le calendrier d'août. Malgré les rumeurs vaines, l'été est hors d'haleine. Je viens à vous, déshabillée en chair de femme, ma peau en feu, comme un soir couleur de pêche, mes cheveux fous en auréole d'ombellifère. Tout embaumé de passiflore, je viens à vous et je vous offre. Prenez tout. Prenez tout. Ah, mon rire, cascade de résidat. Les arcs-en-ciel de mes bras, les aiguilles lumières de mes doigts. C'est que les papillons déclétaient la catamba des champs. Tout il maille paysage cocaïne velé l'arc-en-ciel. Cacanet ouel chouda, qu'a fouillé profond des territoires invisibles. Veillez la sirène, qu'a nagé dans le bassin si voline impossible. Veillez maîtresse l'eau, maîtresse femme, belle merveille, belle malais. Peigné malais, mignonnet malais, poignet malais. Veillez je malais, quand on presse capia, capula, calita, pacalao. Alors l'insularité, c'est un synonyme d'enfermement, d'encerclement. C'est une camisole de force. Et il y a plusieurs sortes d'enfermement. Et
émotionnel, social, économique, religieux, politique. Puis il y a quand même un paradoxe sur le concept d'île. Parce que les gens du dehors ne voient pas une île de la même façon que les gens qui y vivent, du dedans. Du dehors, on voit une île comme un endroit de découverte. C'est l'île au trésor. Du dedans, ça doit être une prison de laquelle on doit s'échapper. Et parfois, les gens prennent des embarcations de fortune pour sortir de cette prison. Mais ce n'est pas seulement sur une île qu'on souffre d'enfermement. C'est la petitesse d'esprit des gens, que ce soit dans une grande ville ou une ville de province d'un grand pays. C'est comme dans la chanson de Brassens. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on prenne une autre route qu'eux. Alors, j'en aime pas ça. Moi, personnellement, je suis plutôt comme un renard qui préfère se ronger la patte quand il est pris au piège pour retrouver la liberté. Je ne supporte pas l'enfermement. Je préfère me mutiler. Oui, je préfère me mutiler et fuir. E